Notre invité Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, bonjour. Bonjour. Le Covid. Est-ce que il y a en France des cas de contamination avec ce fameux variant sud-africain, enfin fameux entre guillemets, variant sud-africain Omicron? Pas à notre connaissance. Vous avez vu qu'on a pris des décisions très rapides, notamment la fermeture de l'arrivée des vols de 7 pays d'Afrique qui sont concernés. Mais le ministre de la Santé a fait une déclaration hier. Il a dit qu'il est probable que quelques cas de ce variant soient en France. Et pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, les autorités sanitaires n'ont pas eu connaissance de ce variant, mais nous faisons tout pour le trouver, si jamais il existe en France. Je veux dire d'ailleurs, relayer le message du ministre de la Santé, que tous ceux qui sont allés dans ces pays, notamment l'Afrique du Sud, où ce variant circulait, il faut absolument qu'ils aillent se faire, qu'ils soient ou non positifs, qu'ils aient ou non des symptômes, qu'ils aillent faire ce test pour qu'on puisse trouver éventuellement le patient qu'il est. Bien, question que tout le monde se pose, est-ce qu'il sera possible de passer les fêtes de fin d'année et l'hiver sans restriction de circulation et sans confinement? On fait tout pour. Grâce à deux choses qui nous ont aidés depuis le début, malgré les grandes contestations qu'il y a pu avoir, M. Bourdin, vous en souvenez, la vaccination. La vaccination est une arme contre la restriction de liberté et le pass sanitaire. Et les deux combinés fait que la France, aujourd'hui, est un des pays qui peut, sans confinement, sans restriction, continuer à vivre le mieux possible. Quand on regarde nos voisins, on voit que, évidemment, les choses sont différentes. Donc le président de la République a eu raison de faire le pari de la vaccination et le pari du pass sanitaire. Mais Gérald Darmanin, certains même demandent d'aller plus loin et de rendre, pourquoi pas, la vaccination obligatoire, je l'entends, et dans la classe politique et chez les Français, et finalement de soumettre les non-vaccinés à des restrictions plus strictes. D'abord, ce ne serait pas constitutionnel, me semble-t-il, de distinguer les Français selon qu'ils aient été ou pas vaccinés. Non, mais le choix fait par le président de la République est celui d'abord la pédagogie. Il reste à peu près 5 millions de personnes pas vaccinées. Il faut que ces personnes continuent à aller se faire vacciner. Et je pense que le travail mis en place par le gouvernement, par le président de la République, c'est de la pédagogie. La vaccination, c'est la protection. Et puis, il y a le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est à la fois, vous avez vos vaccins, vous pouvez circuler, ou vous avez des tests. Aujourd'hui, on a réduit, vous savez bien, la validité des tests à 24 heures. En fait, c'est ça. Oui. Ça respecte la liberté. C'est un pass vaccinal, quoi. Ça respecte la liberté de gens qui ne veulent pas se faire vacciner et qui veulent quand même aller au restaurant, mais effectivement, ça limite les moyens, si j'ose dire, d'avoir des tests PCR à la place de la vaccination. Donc nous incitons toutes les Françaises, tous les Français, toutes les personnes qui sont sur notre territoire à se faire vacciner. Les vols à destination du Maroc ou en provenance du Maroc suspendus à partir de ce soir, 23h59. Que vont faire les Français qui sont là-bas et qui veulent rentrer, par exemple? D'abord, j'ai compris que c'était pour quelques jours que les autorités marocaines ont pris ces décisions. Voilà, 2 semaines. Quelques jours. Nous avons des discussions diplomatiques avec les pays qui nous entourent. C'est pareil pour les 7 pays d'Afrique où c'est nous qui avons mis fin au vol. Il y a aussi des Français, il y a aussi des personnes qui sont de ces pays. On les rapatrie, ceux qui ne sont pas encore partis ou... Nos ambassades, nos consulats font ce travail. Vous savez, ils l'ont fait de manière beaucoup plus difficile, si j'ose dire. Pendant la première période du Covid, nous sommes malheureusement rompus à ce genre d'exercice. Il n'y a aucun Français qui sera mis de côté. Bien, les migrants. Le drame de la semaine dernière vous a fait réagir, mais... On va parler de la situation là-bas, d'ailleurs à Grande-Synthe, à Calais ou à Dunkerque, Gérald Darmanin, mais réunion hier avec les ministres belges, allemands et néerlandais. Il n'y avait pas la ministre britannique, vous l'aviez souhaité. Aujourd'hui, je crois que vous la rencontrez tout à l'heure? Non. Non? Mais vous êtes en réunion avec Emmanuel Macron tout à l'heure? Tout à fait. À 9h30. Juste après vous. Juste après moi. Tous les deux? Non, au Conseil de défense, il y a d'autres personnes. À l'invitation du président de la République. Bon, à l'invitation du président de la République, pour prendre des décisions? Pour faire le point, vous savez, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, il ne se passe pas une journée où je ne m'occupe pas de Grande-Synthe, de Dunkerque et de Calais, comme tous les ministres de l'Intérieur depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que ça dure, cette histoire, Monsieur Bourdin. Oui. On a progressé depuis 20 ans. Je lis parfois ou j'écoute des voix qui disent « il ne se passe rien ». Il y a 15 fois moins de migrants aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Combien il y a de migrants aujourd'hui? Calais, Grande-Synthe, Dunkerque à peu près? Il y en a à peu près 2000. 2000 migrants. Alors, les choses varient, évidemment, puisque depuis le 1er janvier, M. Bourdin, on en a relogé 12 000. L'État français a relogé 12 000 personnes depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier, les policiers et les gendarmes ont sauvé en mer 7 800 migrants. Ils ont sauvé la vie à 7 800 personnes. Ça ne retire rien à l'émotion du drame des 27 personnes qui sont mortes, avec des femmes enceintes, des enfants. C'était absolument horrible et ignoble. Mais on a sauvé 7 800 personnes. Tous les jours,
On distribue 2200 repas, Monsieur Bourdin, pour répondre à votre question, gratuitement. C'est l'État qui les distribue ou qui paye les associations qui les distribuent. 2200 repas. Donc il y a à peu près 2000 migrants, mais malheureusement, vous savez, l'un des migrants qui est survivant en mer de Manche, du 24 novembre, ça faisait 6 jours à peine qu'il était sur le territoire national. Il est venu d'Allemagne, il est venu de Pologne, et il est venu de Biélorussie. 6 jours. Voilà. Donc malheureusement... Et à l'origine du Kurdistan irakien. Et à l'origine, effectivement, un vol sans doute du Kurdistan irakien, en passant sans doute par la Syrie, en allant à Minsk. Donc ce que je veux aussi vous dire, c'est que le drame de Calais, c'est un drame international. Ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe en Biélorussie, a évidemment une conséquence à Grande-Synthe, à Dunkerque et à Calais. Donc les solutions simplistes, vous voyez, c'est pas prendre les Français pour des gens intelligents. On va entrer dans le détail, Gérald Darmanin. Vous allez rencontrer votre homologue britannique dans la semaine? Alors on verra bien. Moi, je suis tout à fait prêt à discuter. Non, mais je suis tout à fait prêt à discuter avec mon partenaire britannique. Madame Patel est quelqu'un de très bien. Oui. J'ai son numéro de téléphone. On s'appelle. J'imagine. Oui, on s'appelle quasiment tous les jours depuis que je suis mis à l'intérieur. Je l'ai vu de très nombreuses fois. Je suis allé de nombreuses fois à Londres. Et je suis tout à fait prêt à discuter avec elle. Mais comme évidemment, on discute avec des amis. Que la Grande-Bretagne apporte des solutions ou prenne ses responsabilités. Gérald Darmanin, est-ce que la Grande-Bretagne prend ses responsabilités? À condition que nous avons un rapport normal et d'égalité d'humeur avec les Anglais. Nous ne l'avons pas aujourd'hui? Non, on ne l'a pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas invité Mme Patel dimanche entre Européens. D'abord parce que c'était une réunion entre Européens et qu'ils ont fait le choix de partir de l'Europe. Et puis deuxièmement parce que les discours privés, les échanges privés que nous avons ne sont pas, je parle en général, pas simplement avec la ministre britannique de l'Intérieur, ne sont pas toujours conformes aux échanges publics. C'est-à-dire expliquez-nous. Lorsqu'il y a des échanges diplomatiques sérieux, c'est des questions très complexes et très sérieuses, il y a des vies qui sont en jeu. Oui, justement. Quand vous avez des échanges et que nous pouvons avancer sur des choses sérieuses ensemble, et que vous vous apercevez quelques dizaines de minutes plus tard qu'une lettre dont personne n'a jamais évoqué l'existence est publiée sur Twitter du Premier ministre britannique au président de la République française, avant que le président de la République l'ait reçu, c'est un peu particulier. Évidemment, Emmanuel Macron n'avait pas été prévenu de cette lettre. Non. Ni moi, ni monsieur le président de la République. Ni vous. Alors que nous avons eu des échanges quelques dizaines de minutes plus tôt, à tous les niveaux. Deuxièmement, lorsque dans cette lettre, les Anglais disent les Français doivent reprendre leurs migrants, tous leurs migrants, c'est de se moquer du monde. Vous savez combien il y a de demandes d'asile en France cette année? 150 000. Combien on a eu en Grande-Bretagne? 30 000. Vous savez combien il y a d'émigrés clandestins en Grande-Bretagne? Plus d'1 million. Et vous savez qu'en Grande-Bretagne, si les migrants veulent aller en Grande-Bretagne, c'est bien qu'il y a une raison. Ils veulent y aller parce que sans carte d'identité, Monsieur Bourdin, ils peuvent travailler. Et payer des impôts. Parce que l'un des moteurs de la politique économique anglaise, pas tout le moteur évidemment, c'est notamment de faire travailler des personnes clandestines. Voilà, Karl Marx appelait ça l'armée de réserve. Donc nous, on dit aux Anglais, vous êtes en partie responsables, pas totalement évidemment. Chacun a une part de responsabilité. Vous êtes en partie responsable de l'attractivité de toutes ces personnes qui veulent traverser le monde, traverser l'Europe, traverser la France. Et s'ils sont à Calais par milliers, ou à Grande-Synthe ou à Dunkerque, c'est parce qu'ils veulent aller en Grande-Bretagne. Alors sur ces questions migratoires, la frontière britannique est sur les côtes françaises, après les accords du Touquet et de Sandhurst, qui ont suivi ces accords. Est-ce qu'on ne serait pas possible de mettre en place en France des bureaux britanniques, je ne sais pas moi, d'immigration et d'asile? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la Grande-Bretagne, et ça c'est le sujet sérieux que nous devons discuter avec eux, ouvre la possibilité d'un accès légal de leur pays par l'immigration, comme nous en avons tous. On ouvre des bureaux, les Britanniques ouvrent des bureaux en France. Non, attendez, non, j'ai pas dit ça. Ah bon, d'accord. Je vous ai dit que ce qu'il faut, c'est que l'Angleterre, qui est une île, mais qui n'est pas qu'une île, elle est dans le monde. Elle est à 30 km des côtes de Calais de Boulogne-sur-Mer, que l'Angleterre ouvre un accès légal d'immigration. Parce qu'aujourd'hui, pour les personnes qui veulent aller demander l'asile en Angleterre, qui veulent demander des visas en Angleterre, ils n'ont pas d'autre moyen que de traverser la Manche comme ils le font aujourd'hui. 60%, Monsieur Bourdin, des migrants qui sont sur les bateaux, les small boats, ils sont éligibles à l'asile en Angleterre. Et vous savez quoi? Ils ne demandent pas l'asile en France. Quand j'entends que la France veut s'en débarrasser, on leur demande « Voulez-vous déposer une demande d'asile chez nous ?» Ils nous répondent non. Ils veulent aller en Angleterre. Donc il faut que les Anglais puissent étudier ces demandes d'asile. Aujourd'hui, il n'y a pas de voie d'accès légale pour le faire. Donc on est dans une impasse. Alors maintenant, il faut étudier de savoir Alors, quelle solution? Comment on fait. Créer une voie d'accès légale? C'est possible. On doit en discuter avec les Anglais, bien sûr. Vous êtes favorable? On peut en discuter avec les Anglais. Moi, je ne prends pas de décision à la place du peuple souverain britannique. Mais on doit en discuter avec les Anglais. Mettre un bureau de demande d'asile en France pour l'Angleterre, ce ne serait pas tout à fait la chose que nous recommanderions. Parce que là, nous allons mettre encore plus de personnes à Calais et à Dunkerque qui attendent le bureau d'asile en France
pour aller en Angleterre. Donc nous devons respecter la souveraineté française. On doit pouvoir parler avec tous nos pays européens. Vous savez, Oui. ce survivant irakien, il était en Allemagne quand il a demandé son asile. Bon. Et évidemment, il doit y avoir une voie d'accès légale en Angleterre. Mais Gérald Darmanin, la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, Brexit, les accords du Touquet datent d'avant le Brexit. Est-ce qu'ils ne sont pas obsolètes aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas matière à remettre en cause ces accords? Alors moi, j'entends qu'on cite les accords du Touquet qui avaient été négociés par Nicolas Sarkozy comme le matraque qu'il faut absolument révoquer. On peut toujours tout discuter, ça ne pose pas de problème en soi. Moi, je n'ai pas de fétichisme sur les accords du Touquet. Mais les accords du Touquet, M. Bourdin, c'est un accord qui prévoit l'immigration légale. C'est où est la frontière entre l'Angleterre et la France, sachant qu'il y a la Manche, pour les touristes, pour les gens qui demandent des visas. Pas pour les immigrés clandestins, pour l'immigration légale. Donc vous pouvez révoquer les accords du Touquet, ça ne changera rien, puisque les immigrés clandestins ne passent pas par les accords du Touquet pour aller en Angleterre, ou pour les Anglais pour venir en France. Donc ça n'a rien à voir. Les accords du Touquet prévoient une aide financière de la Grande-Bretagne. Est-ce qu'elle est versée d'ailleurs? Alors, c'est un autre accord qui n'a rien à voir avec les accords du Touquet, qui s'appelle le traité de Standers, qui a été négocié en 2018, qui prévoit sur les 200 millions que ça nous coûte, grosso modo 60 millions, c'est le dernier que j'ai négocié. Paient. Oui, ils le payent, après qu'on ait dû le rappeler. J'étais même sur votre plateau, Monsieur Bourdin, lorsque j'ai dit que les Anglais s'étaient engagés mais n'avaient pas payé. Et après plusieurs relances, ils ont effectivement versé la première part qu'ils devaient verser. Mais je veux dire, Monsieur Bourdin, que cette question, elle est d'avant tout une question, il faut bien le souligner, une question anglaise. C'est parce qu'il n'y a pas de voie légale pour les immigrés d'aller en Grande-Bretagne. 30 000 demandes d'asile sur 150 000 pour la France, par exemple. Et parce que nous travaillons sans carte d'identité en Angleterre qu'il y a cet appel d'air. Donc vous me posez la question, que faire avec les Anglais? Mais qu'ils changent leur législation, qu'ils prennent leurs responsabilités. Et au lieu d'être le punching ball de la presse britannique par médias interposés ou de la Chambre des communes, nous aimerions discuter sérieusement avec nos amis britanniques. Alors, un avion européen de Frontex va survoler la Manche. D'une part, les migrants... est-il vrai, parce que j'ai vu les accusations des associations, est-il vrai que certaines associations ont été empêchées de distribuer de la nourriture? Est-il vrai que des tentes ont été lacérées lors d'interventions de forces de police françaises? C'est vrai ou faux? Alors d'abord, j'ai fait empêcher la distribution de repas en centre-ville de Calais. Ça, c'est tout à fait vrai. Validé par le tribunal administratif et le Conseil d'État m'a donné raison. Pourquoi? Parce que je pense aussi aux habitants de Calais, qui vivent des drames humains depuis plus de 20 ans, et moi on peut saluer leur patience collective. Personne n'accepterait de faire ce que vivent les habitants de Calais, les habitants de Dunkerque, les habitants de Grande-Sainte. Donc oui, j'ai fait interdire les repas en centre-ville. Par contre, évidemment, on n'a pas interdit les repas tout court. Et je le répète, que l'État paye 2200 repas par jour, ça coûte 4 millions d'euros d'argent public depuis le 1er janvier. La France a sa part d'humanité. Nous avons relogé 12 000 personnes. D'ailleurs, les gens ne veulent pas être relogés à Calais. Vous savez, au moment où je vous parle, alors qu'il y a 1000 migrants autour de Calais, il y a plus de 150 places vides d'hébergement, pourtant chauffées, que nous proposons aux migrants. Ils ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas y aller parce qu'ils veulent passer en Angleterre. Ils ne veulent pas habiter en France. Ils veulent aller en Angleterre. Deuxièmement, sur cette histoire de tente. Une société privée était embauchée par l'État, une fois que les évacuations étaient faites par les policiers et les gendarmes, pour récupérer les tentes et pour les jeter. Et il les lacérait, en effet. Il n'y avait pas de commande de l'État. C'est la société qui le faisait, parce qu'elle prenait les tentes et elle les mettait ensuite à la benne. Nous avons demandé d'arrêter cela. Parce qu'on s'en est aperçu, notamment parce que les journalistes nous l'ont montré. Mais ce ne sont pas les policiers et les gendarmes qui prennent des cutters et qui lacèrent les tentes. C'est ce qui est devenu finalement sur les réseaux sociaux la critique des policiers et des gendarmes. Ce n'est pas les policiers et les gendarmes. Une fois que les gens étaient partis, la lacération des tentes que j'ai fait arrêter était faite par une société privée. Je veux dire, Monsieur Bourdin, qu'aujourd'hui, les policiers et les gendarmes à Calais, ils sauvent des vies. Tous les jours, ils se jettent à l'eau, littéralement, dans la Manche, au mois de novembre, pour sauver des bébés, des femmes enceintes, des vieillards qui tombent à l'eau. Donc, au lieu de critiquer les policiers et gendarmes, on ferait mieux de leur rendre honneur tous les jours. Gérald Darmanin, sur l'immigration, ensuite je vais passer à la Guadeloupe-Martinique et à la politique, mais sur l'immigration, est-ce qu'on a besoin d'une immigration travail en France? Est-ce que l'immigration est une chance pour la France? L'immigration, c'est ni une chance ni une malchance pour la France. Moi, je suis moi-même issu de l'immigration, comme beaucoup de Français. C'est de la croissance, l'immigration travail. Mais il y a des moments où on a besoin d'immigration, il y a des moments où on doit réguler cette immigration, on doit pouvoir intégrer les étrangers qui viennent sur notre sol. Mais aujourd'hui, on manque de main-d'œuvre, par exemple. Oui, c'est vrai. On n'a pas besoin d'immigration travail? On a en partie besoin d'immigration travail. Mais moi, je me refuse, peut-être que, pardon de le dire comme ça, M. Bourdin, c'est sans doute mon côté de gauche ou issu de milieux très populaires, je me refuse de voir les gens que par rapport à l'économie. Oui. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a parfois des patrons, je vais vous dire, qui tout en me disant vous n'êtes pas assez dur sur l'immigration,
demandent des visas pour que les gens viennent travailler dans leur usine ou dans leur exploitation agricole. Là, je me dis, il y a un peu de schizophrénie. Moi, je traite les hommes pour ce qu'ils sont, pas pour des outils productifs. Voilà. Donc, je me refuse de me penser immigration que parce qu'on en a besoin à cause du travail. Mais on a sans doute besoin, en partie aujourd'hui, dans les exploitations agricoles, vous l'avez dit, dans certaines entreprises, d'immigration de travail. Bien, quelques chiffres, Gérald Darmanin. Combien de demandes d'asile en France en 2021 ? On a les chiffres. On sera à 150 000, entre 130 000 et 150 000. Et combien de déboutés ? On en accepte à peu près 30%. 30%. Combien de reconduites à la frontière ? Aujourd'hui, entre à peu près 20 000. Voilà. 20 000 ? Oui. Les Anglais, insuffisant. Oui, bien sûr, c'est insuffisant. Très insuffisant. Ça dépend. Quand on se compare, on se rassure. Les Anglais, c'est 6 000, alors qu'ils ont 1,5 million de clandestins. Oui. Je constate qu'on a fait 3 fois plus que les Italiens, qui ont beaucoup d'immigration. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et c'est difficile pourquoi ? Parce qu'il y a le Covid. Quand le Maroc ferme son espace aérien, vous ne pouvez plus expulser d'étrangers au Maroc. C'est difficile parce qu'elles étaient en guerre. En général, les immigrés que vous avez sur votre sol, ce n'est pas toujours des gens qui vivent en démocratie. L'Afghanistan, la Syrie, la Libye. Donc c'est difficile de renvoyer dans ces pays en guerre. On ne va pas renvoyer des étrangers chez les talibans, vous voyez. Donc oui, c'est difficile, mais ça a des raisons. Et les délinquants étrangers expulsés ? Alors, le président de la République m'avait demandé de faire une liste de 1100 étrangers délinquants sortant de prison dangereux. Ceux qui s'étaient pris aux policiers, violences conjugales, trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, pas plus tard que ce week-end, on a dépassé les 1000. Sur les 1100 qui étaient prévus pour le 31 décembre, on a expulsé plus de 1000 étrangers sortant de prison ou condamnés pour la justice et qui, eux, sont retournés dans leur pays. C'est ce qu'on a voulu faire avec le président de la République. S'en prendre aux étrangers pour ce qu'ils font, quand ils font des actes de délinquance, c'est dehors, mais ne pas regarder les étrangers par nature comme étant des gens dangereux. Il y a plein de gens formidables qui quittent leur pays pour venir travailler en France. Gérald Darmanin, la Guadeloupe, la Martinique, les déclarations de du ministre de l'Outre-mer, ces déclarations ont fait du bruit sur ce potentiel débat sur l'autonomie de la Guadeloupe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un statut qui ressemblerait à celui de la Polynésie française ? D'abord, je veux dire que le ministre des Outre-mer, qui fait un travail difficile et courageux, discute avec les élus. Tous les élus. Et c'est les élus de Guadeloupe qui ont demandé ce débat sur l'autonomie. Ce n'est pas le gouvernement, c'est les élus. Donc on ne peut pas à la fois dire le gouvernement n'écoute pas les élus, puis quand il les écoute, dire il écoute trop les élus. Deuxièmement, le débat sur l'autonomie, c'est évidemment pas le débat sur l'indépendance. Le ministre Lecornu a eu raison de le souligner. L'autonomie, c'est à la fois la décentralisation pour l'outre-mer, et effectivement, ça pourrait s'apparenter à un statut comme la Polynésie française en a aujourd'hui, qui est un territoire pleinement français, où nous avons nos armées, où il y a bien sûr les policiers de la République. L'État n'intervient que sur le régalien. Pas en grande partie, mais les compétences sociales, les compétences économiques sont de la compétence du territoire. Et de santé. Je constate d'ailleurs que la Polynésie a décidé de la vaccination indépendamment de la décision du gouvernement français. Oui. Et c'est une responsabilité forte. Vous savez, quand les gens attaquent la proposition de Sébastien Lecornu, ils attaquent un peu aussi nos territoires ultramarins. Il y a un petit côté... colonial, sans doute peut-être, dans certaines propositions, quand on dit mais ils ne sont pas capables de s'organiser. Mais les Guadeloupéens, les Martiniquais veulent plus d'État, dit Xavier Bertrand. D'abord, moi, je veux dire que le ministre des Outre-mer, il est aujourd'hui en Guadeloupe. Oui. Donc, je pense que de Paris, c'est difficile de dire ce que veulent les Guadeloupéens. Donc, j'imagine qu'il faut être le ministre des Outre-mer en ce moment en Guadeloupe pour discuter avec les îles Guadeloupéens et que tous ceux qui veulent sans doute avoir une idée sur la Guadeloupe doivent aller en Guadeloupe. Bien, parlons politique un tout petit peu, Gérald Darmanin. Est-ce que le doigt d'honneur accompagné des mots bien profonds disqualifie Éric Zemmour pour la présidentielle ? Je ne vais pas commenter le doigt d'honneur de quelqu'un qui n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle. Non. J'essaye d'avoir un peu de dignité dans le débat public. Il risque d'être candidat dans les jours qui viennent. Mais voyez, donc, à quoi on en est réduit ? C'est-à-dire ? On est loin du général de Gaulle. Avec Éric Zemmour. Le comportement. On ne va pas commenter. Il y a des choses plus importantes, me semble-t-il. Moi, j'ai rien personnellement contre telle ou telle personne, mais voilà, je pense que si on pouvait rester à un niveau à peu près acceptable pour les Français, ça aiderait la politique. Et ça aiderait tous ceux qui regardent la télévision, comme quand j'étais petit. Monsieur Bourdin qui disait la politique, c'est difficile, c'est plein d'honneur, c'est du courage pour son pays, c'est des débats passionnants. Et je pense qu'aujourd'hui, des gens qui regardent, les jeunes qui avaient 14, 15, 16 ans, qui regardent la télévision peut-être ce matin, et commenter le doigt d'honneur d'Éric Zemmour, ça donne pas très envie de faire de la politique, je pense. LR qui va gagner ? Vous connaissez bien la maison ? Même si ça a changé. J'ai plein d'amis au LR, encore aujourd'hui, qui n'ont pas fait le même choix que moi, qui parfois attendent cette primaire pour rejoindre le président de la République, mais c'est autre chose.
qui me disent qu'Éric Zemmour... pardon, voilà, j'ai fait un lapsus, pardon. Qu'Éric Ciotti a de grandes chances de gagner. Ils se ressemblent, non? Non. En tout cas, Éric Ciotti est sans doute la personne la plus sincère dans ce débat. Il était déjà à la droite très dure, j'allais dire à la droite extrême. Il dit qu'il peut travailler avec M. Zemmour. Il dit qu'il nommera Laurent Wauquiez Premier ministre. Madame Le Pen dit qu'il pourrait être son ministre de l'Intérieur. Éric Ciotti est un homme intelligent. Hein. Moi, je le respecte personnellement en tant qu'homme. Mais il est sans doute aujourd'hui celui qui correspond le plus au LR. Et moi, je ne serais pas étonné qu'Éric Ciotti serait non seulement au second tour, mais gagne l'élection primaire. C'est l'homme qui a l'air le plus sincère et le plus cohérent avec tout ce qu'il dit depuis 4 ans. Moi, je peux témoigner qu'Éric Ciotti est très cohérent dans l'attaque contre le président de la République, contre notre politique. C'est un adversaire que je respecte, mais je n'ai pas l'impression qu'il mente aux adhérents LR. Donc, j'allais vous dire en tant que commentateur, oui, les LR que je connais vont voter Éric Ciotti. Gérald Darmanin, Marlène Schiappa, dans l'affaire Nicolas Hulot et les accusations, Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès de vous, a-t-elle fauté? Moi, je ne souhaite pas rentrer dans ce débat médiatique. D'abord, je veux dire que Marlène Schiappa, c'est une excellente ministre auprès de moi, et je n'ai pas à me plaindre un seul instant de son sens de l'honneur et de son goût pour l'intérêt général. Monsieur Hulot, aujourd'hui, il y a une enquête judiciaire qui est ouverte. Si j'ose dire, tant mieux. Cette enquête judiciaire, elle va établir des faits ou non. Elle va pouvoir entendre des personnes. Voilà. Et moi, je pense que c'est toujours mieux qu'il y ait des enquêtes judiciaires. Pour le reste, je pense que... Je dis ça parce qu'en 2018, elle avait affiché ouvertement son soutien à Nicolas Hulot après la première accusation. Je pense, encore une fois, que c'est toujours mieux quand on ne commente pas les affaires judiciaires. C'est très difficile. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, tous commentent. Les journalistes font leur travail, moi je le respecte parfaitement. Mais on n'est pas obligé de commenter les commentaires. Voilà. Mais je pense que c'est important que chacun garde cette règle. Il ne s'agit pas de commenter des commentaires, il s'agit de commenter des faits. Ou de s'intéresser à des faits, Gérald Darmanin. Celui qui établit les faits, c'est le juge. C'est le juge. Ou le procureur, avec les services de police et de gendarmerie. Voilà. Je pense que c'est très difficile de pas... d'avoir un discours modéré sur ces questions, bien évidemment, parce qu'il faut que les gens puissent parler, il faut que tout le monde puisse les écouter, que les journalistes fassent leur travail, c'est tout à fait normal. Mais de manière générale, quand on ne commente pas des décisions de justice ou des décisions qui pourraient ouvrir à la justice, moi j'ai eu parfois connaissance de faits qui étaient apparemment tout à fait dramatiques, criminels. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai à chaque fois pris mon stylo, mon papier à lettres, et j'ai écrit au procureur de la République. Voilà, je pense que les Français devraient faire ça. Il devrait écrire, c'est l'article 40, c'est notre code de procédure pénale. Écrire au procureur de la République pour dire voilà, j'ai connaissance de tel fait, telle personne est venue me voir dans mon bureau pour m'expliquer qu'il avait subi une agression, qu'il avait subi un crime, qu'il avait... Je pense que le mieux, c'est d'écrire au procureur de la République. Il ouvre une enquête et il lui appartient qu'à lui ou à elle de décider s'il y a des poursuites ou pas. Un policier était grièvement blessé dans le 13e arrondissement de Paris. Quelles sont les nouvelles ? Alors, je sais qu'il était pronostic vital engagé. Oui, hier soir, de ce que j'ai compris de sa compagne, et à qui nous pensons tous, évidemment, puisqu'elle l'accompagnait, et ce drame est arrivé devant elle. Et de l'hôpital qu'il était sorti d'affaire. Mais il rentrait au bloc opératoire dans la nuit. Voilà, donc je n'ai pas eu de nouvelles ce matin. Agression en couteau. Ce policier était hors service, il n'était pas en uniforme. Hein. Voilà, il a décliné sa profession de policier quand il se faisait agresser. Et c'est une agression absolument inacceptable. Absolument inacceptable. C'est une tentative de meurtre. Il n'y a pas d'autre mot, je crois. La justice le dira, puisqu'elle a été saisie de ce que nous en savons. Je veux dire aussi que les policiers de Paris ont été très réactifs. Et en moins de 2 heures, ont interpellé la personne. Voilà. Qui est supposé être le responsable de ce drame. La justice va passer, je l'espère, et j'espère surtout que ce policier va survivre et n'aura pas de séquelles. En tout cas, nous pensons bien à lui, ce qui me conforte dans l'idée qu'il faut continuer à travailler pour la sécurité de nos concitoyens. Merci Gérald Darmanin d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV, il est 8h54.